s'appelle Sacré Dragon? Oui. Eh ben bravo, parce que vous êtes vraiment pas nombreux dans ce cas. Ah, t'exagères, le nom est passé à la postérité et beaucoup de gens savent que ça existe. Ah oui, mais il est extrêmement difficile de trouver quoi que ce soit de consistant dessus sur internet, et encore moins en français. Et très peu de gens se rappellent de l'avoir vu ou d'avoir joué au jeu de point and click qui l'a accompagné. En même temps, 1996, c'était pas hier, sans compter que c'est une série très courte. Ah oui, très courte, 2 saisons de 13 épisodes. Enfin, 13 épisodes, on y reviendra. Nous devons ce petit trésor méconnu à Nelvana qui est responsable de pas mal de dessins animés qui sont passés sur nos écrans. Certains sont restés très connus et d'autres beaucoup moins. Et celui-là particulièrement moins. Il faut dire que c'est aussi une série assez bizarre en ce sens que c'est difficile de se rendre compte pourquoi c'est bien. Mais facile de se rendre compte que c'est bien quand même. Un pot sur la farine, un pot sur la farine, un pot sur la farine. Non mais, là, ah, ça c'est le bouquet, je n'ai pas demandé des fleurs, je veux de la farine. Ça devrait suffire. Qu'est-ce qu'il faut encore? Une pincée de sel. Un pot sur la pincée de sel. 400 œufs frais. Un pot sur les... Bon, laissons tomber les yeux. Un pot sur le lait. Dans un récipient hermétique. Oh, c'est bon, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. En fait, j'ai aucune idée de par quoi commencer pour parler de ça. Bah, commence par dire ce que ça raconte. Bah, c'est assez simple. Il s'agit d'une série humoristique sur les légendes arthuriennes et les contes médiévaux, sauf que ce sont des dragons. Le roi s'appelle Chalumeau, la princesse Flamme, le héros Feu Follet, mais les noms des autres chevaliers sont des espèces de calembours basés sur les noms des chevaliers de la table ronde. Sire Galâtre, Sire Brûleval, Sire Bouche-en-Feu, Sire Braise, Sire Lance de l'eau. Et en anglais, même le nom du roi est un calembour basé sur le nom du roi Arthur. Make way for King Allfire. Sauf qu'au lieu d'être des chevaliers de la table ronde, ce sont des chevaliers de la table carrée. Voilà, je vous disais que c'était une série un peu bizarre, bah voilà un exemple de ce qui est un peu bizarre dans cette série. Cette histoire de table carrée, c'est gentillet comme gag, c'est même un peu bébête, depuis Astérix on est habitué, ça devrait même pas être drôle. Et bizarrement ça l'est quand même, vraiment, et c'est difficile de se rendre compte pourquoi. Est-ce que c'est à cause du dessin et du fait qu'il porte leur home comme une casquette? Est-ce que c'est à cause des musiques et des drôles d'effets sonores? Est-ce que c'est à cause des dialogues et de la formulation bizarre? Chevalier de la table carrée, présentez-vous. Messire Galâtre, le seul et unique, toujours prêt à servir le roi. Messire Bouche-en-Feu, le seul mais pas unique, toujours prêt à servir le roi. Messire Brûleval, le chevalier trop instruit, obséquieusement accessible pour faciliter la vie du monarque. Vous avouerez qu'on ne comprend pas grand-chose. Messire Braise, je suis le plus élégant, toujours prêt à servir le hors-d'œuvre. Messire Lance de l'eau, toujours prêt à se faire servir des petites déches dignes d'un roi. Est-ce que c'est parce que tous ces personnages ont l'air de se croire dans une cour de récré et parlent de quête comme s'il s'agissait de jouer au ballon? Encore une autre quête. Reine Greytou, je vous en prie, mamie, ne vous fâchez pas, ce n'est pas encore une autre quête, c'est simplement la même qui revient chaque année. Ouais, c'est vraiment très difficile de mettre le doigt dessus. On pourrait croire que c'est un peu comme Collège Rhinovélos, Enigma ou Chasseur de Dragons, ça va pas jusqu'au bout, mais c'est pas ça. Dans Sacré Dragon, le délire est pas forcément poussé jusqu'à des niveaux excessifs, mais il marche quand même, on voudrait pas que ce soit autrement. C'est pas aussi affirmé qu'un bon cartoon bien what the fuck comme les Animaniacs, mais ça a l'avantage de pas se croire sorti de la cuisse de Jupiter. La façon dont les gags s'enchaînent donne une impression de naturel, d'évidence, ça a pas l'air forcé du tout. D'abord les éclairs, ensuite la chute, les marais, les loups, sans parler d'une créature qui disait sans arrêt « téléphone, maison ». Enfin, j'ai ramené des sangsues pour Sire Lance de l'eau. L'ambiance s'installe toute seule, efficacement, dès le premier épisode. Messire Lance de l'eau! Messire Lance de l'eau! La reine Greytou vient d'être kidnappée. Quoi? Quelqu'un a pris la fuite avec mes tickets restaurant? On appelle les chevaliers! Eh bien, justement, ils sont déjà tous en vadrouille. Excepté vous. Moi? Mais enfin, voyons, je suis très occupé. Mais sire, selon le code de galanterie des chevaliers de la table carrée, article 401, un chevalier doit toujours sauver une demoiselle en détresse. Ah ah! Mais il est clairement écrit dans l'article 118 qu'un chevalier doit toujours faire le poids, n'est-ce pas? Et en matière de poids, vois-tu, je pèse assurément moins. Que dites-vous, messire Lance de l'eau?
Rien en fait, si, enfin je donnais un ordre à mon valet. Aux armes, feu follet et que ça saute. Vite, débrouille-toi pour mettre au point une tentative de sauvetage où tu seras le seul blessé. Et c'est sans doute pour ça que c'est difficile de définir en quoi elle consiste, cette ambiance. Le ton est clairement parodique, le contexte n'est que faussement médiéval, on est dans une de ces séries où les personnages ont l'air d'appartenir à une société moderne qu'on aurait transposée dans un contexte du passé. Ou plutôt à des acteurs à qui on ferait jouer des personnages du passé, avec les gags classiques où les personnages évoquent des choses qui n'ont pas encore été inventées, en précisant qu'elles n'ont pas encore été inventées. Cette heure, les WC changeront la face du monde. Génial. En tout cas, sûrement pas une vraie société médiévale. Je me suis inspiré d'un film d'espionnage que je verrai dans 8 siècles. C'est quoi un film? Dans la saison 1, ce genre de gag d'anachronisme, bien que présent, reste relativement anecdotique. Et c'est sans doute pour ça qu'on rit de bon cœur malgré tout ce que ces gags ont déculé. Le reste, c'est un genre de cartoon. Le dynamisme des dialogues participe pour beaucoup à l'humeur générale, comme dans Phineas et Ferb. Oui, de toute évidence, elle joue le tout pour le tout. Vous croyez qu'il va y couper? Tout dépend si sa lame est aiguisée. Oui, c'est peut-être lui qui va se faire couper en rondelles. Oups là, il l'a échappé. Mais arrêtez vos jeux de mots à la noix. Mais en général, le contexte médiéval sert surtout à ce que les personnages se croient épiques alors qu'en réalité, ils ne le sont pas du tout. Vous êtes la femelle des fjords? Oui, c'est moi. Oh, j'ai trouvé la majesté de la mare, la Vénus de la vague et la bambine de la baie, mais aucune trace de la lady du lac. Vous ne vous y connaissez pas en épée, par hasard? Non, désolé. Moi, c'est la hache. C'est sans doute sur cet aspect que repose l'essentiel de l'humour de la série, mais encore une fois, c'est difficile de mettre le doigt dessus. On retrouve dans les personnages difformes et minables une version déformée d'authentiques protagonistes de contes médiévaux. Leur aspect misérable dans la série, qui sert l'humour, fait un peu penser au parti pris de Terry Pratchett dans les Annales du Disque Monde, où les personnages et les lieux sont la contrepartie sale et grotesque de figures qu'on trouverait dans Un Seigneur des Anneaux. Les illustrateurs des romans de Terry Pratchett ont d'ailleurs pris le parti de représenter des personnages d'aspect improbable, résolument inadaptés à leur univers et entassés comme des sardines dans des décors en carton-pâte. Le dessin de Sacré Dragon fait la même impression, sauf que là où Pratchett transmet le cynisme de sa démarche à ses personnages, ceux de Sacré Dragon conservent l'idéalisme d'une princesse Disney des années 50. Oh, regardez, le défi pour la main de flamme se poursuit toujours. Comme c'est romantique. C'est à la fois source de comédie et de drame. En effet, nos protagonistes sont une bande de chevaliers dragons empâtés et empotés qui se prennent pour des preux. Cap de répéter ça cette fois très vite. Pas maintenant. Leur adversaire principal est un humain, un traditionnel chevalier noir assisté par une sorcière, et puis il y a Flamme et Feu Follet. Vous aurez compris qu'on est dans un univers en décalage, un peu comme dans Arnold. Et comme dans Arnold, être normal est aussi une forme acceptable de bizarrerie. Tout comme Arnold est le seul personnage un peu raisonnable dans sa série, Flamme et Feu Follet sont les seuls à avoir une vague conscience des réalités. Et c'est plus un drame qu'autre chose pour eux. Non seulement leur monde ne fonctionne pas selon des règles qui mettraient en valeur leurs compétences, comme pour Parker et Walker dans Funky Cops, mais en plus de ça, Feu Follet est l'écuyer de Lance de l'eau, le plus influent mais aussi le plus vain des chevaliers de la table carrée, qui est également le favori de la reine. Flamme est la fille du roi, mais pas de la reine. La rigueur des règles que le roi et ses chevaliers s'imposent dans leur pathétique impression d'être des héros fait que Flamme et Feu Follet ne pourront être ensemble que si Feu Follet devient un jour un chevalier, ce qui n'arrivera vraisemblablement jamais. Flamme et Feu Follet sont souvent pour beaucoup dans la résolution de l'intrigue, parce qu'ils sont suffisamment malins pour concevoir une ruse destinée à résoudre le problème ou grâce aux inventions de Feu Follet. Leur intervention n'est cependant jamais assez flagrante pour qu'ils en tirent les mérites, presque toujours attribués à Lance de l'eau, souvent par mauvaise foi de la part de ce dernier, mais de temps en temps encore simplement parce que les personnages croient vivre dans un monde où les chevaliers de la table carrée sont des héros invincibles. Du coup, Flamme et Feu Follet sont les seuls à avoir conscience de leurs valeurs respectives, à laquelle tous les autres restent désespérément aveugles. Cet aspect dramatique rend les personnages et l'intrigue intéressants en soi, mais le décalage entre le sérieux de Flamme et Feu Follet et l'excentricité des autres est aussi un moteur de l'humour de la série. Bien qu'actif dans l'intrigue, Flamme et Feu Follet endossent un peu le rôle du spectateur et lui offrent une vue interactive du reste de Kaamelott. Ils donnent aux autres personnages des occasions d'être comiques qui ne pourraient pas se donner entre eux, vu qu'ils sont tous bizarres de la même façon, contrairement à Arnold où les personnages sont tous bizarres différemment. Oui, encore une fois, tout repose sur le fait que les personnages se croient épiques et y échouent misérablement. Par exemple, au début et à la fin de chaque épisode, un ménestrel annonce ce qui va se passer ou tire la conclusion des événements, tâchant de camper l'ambiance médiévale en récitant un poème, avec des résultats un peu douteux. Il était une fois une reine qui s'appelait Grilletou, bien enveloppée, elle ne faisait pas pitié. Elle fut enlevée par un prétendant, mais celui-ci n'avait pas d'argent. Et il n'y a pas grand-chose qui rime avec Grilletou. Dans un château qui fut acheté pour une bouchée de pain, vivait le comte Geoffroy qui l'appartient. Franchement, je ne comprends pas comment quelqu'un peut-il habiter là.
C'est vrai quoi, 6 millions de rats, c'est pas rien. Non. Puisque le comte Geoffroy s'en est retourné, sans risque nous pouvons tous affirmer qu'après un début désastreux, ils vécurent toujours heureux, tout au moins jusqu'à la fin de la journée. Et ça campe effectivement très bien l'ambiance en fait. Le ton des dialogues aussi est suremphatique comme dans un sketch des Inconnus. Il suffit. Pardaillec nous a confié qu'un traître de Sarrazin se cachait dans le château. Et je le découvrirai, Abdallah de Bourgogne. Et pas seulement dans les dialogues. Par exemple, leur ennemi est un chevalier noir classique assisté par une sorcière. Mais ça, on l'a déjà dit. Enfin, c'est plutôt un petit garou engoncé dans une armure. Son nom, c'est Comte Geoffroy de Bouillon, oppresseur par excellence des pauvres et sans défense. En général, mes ennemis m'appellent le redoutable comte Geoffroy de Bouillon, oppresseur par excellence des pauvres et sans défense. Le comte Geoffroy de Bouillon, oppresseur par excellence des pauvres et sans défense. Illuminez les sombres recoins de votre cruelle cervelle, ô redoutable comte Geoffroy, oppresseur par excellence, etc., etc. Je n'ai pas perdu l'épée, Flamme. C'est le comte Geoffroy qui l'a volée. D'où tenez-vous que ce coupon lui appartient? C'est simple, regardez. Il y a ses initiales dessus. Le redoutable comte Geoffroy, oppresseur par excellence des pauvres et sans défense? Vous êtes sûr que c'est lui? Ah oui, c'est bourré de fautes d'orthographe. Ouais, c'est juste son nom. Il veut conquérir Camelot, sa motivation étant que son propre château tombe en ruine et qu'il doit recourir à ses serfs, qui ont d'ailleurs tous la même tête, pour maintenir le plafond, entre autres. Et encore, c'est relatif. Il est assisté par une sorcière et par son espion des ténèbres, un gars déguisé en dragon qui espionne les vrais dragons qu'on verra jamais sans son costume et dont on n'entendra jamais vraiment la voix. Et toi, n'aurais-tu pas omis quelques détails? Il est aussi servi par ses 3 chevaliers des ténèbres, qui sont numérotés. Chevalier des ténèbres, 1, 2 et 3. Plusieurs épisodes évoquent le fait qu'il y avait autrefois un 4e chevalier des ténèbres dont la triste fin, comme tous les secrets croustillants et captivants des dessins animés, ne nous sera jamais révélé. Depuis quand que les crocodiles ils ont pas mangé? Depuis que le chevalier numéro 4 s'est servi de ma brosse à dents. Le comte Geoffroy de Bouillon, oppresseur par excellence des pauvres et sans défense, ainsi que son espion des ténèbres et son château, sont généralement annoncés par un jingle qui fait tam tadam. Et alors, qu'est-ce que ça a de choquant? Non, je veux dire que ça fait vraiment tam tadam. Tam tadam. Et les plans montrant le château de Camelot sont parfois précédés d'un petit jingle qui fait. La recette fonctionne très bien, mais ce genre de série n'est pas de nature à se renouveler éternellement. La saison 1 dure 13 épisodes. Et puis vient la saison 2. La saison 2 est très différente. Déjà le format, ce sont des épisodes de 10 minutes au lieu d'épisodes de 20 minutes. Donc chaque unité définie par la production comme un épisode comporte en fait 2 épisodes sans rapport entre eux, comme un Phineas et Ferb ou un Arnold, ou un La Cour de récré. C'est assez fréquent comme format dans les séries humoristiques, donc a priori c'est pas une si mauvaise idée. Sauf qu'en plus, le graphisme change. Le trait devient plus épais, les contours plus arrondis, l'ensemble paraît plus artificiel, et les personnages ont changé de tenue. Un peu comme dans la saison 4 de Code. Non! Plutôt comme dans les nouvelles aventures de Batman. Faut quand même préciser, il ne vous aura pas échappé que le dessin dans la saison 1, de même que l'animation, reste relativement rudimentaire. Comme nous l'avons évoqué pour La Cour de récré et répété pour Funky Cops, le dessin est assez caractéristique d'une série à caractère fortement humoristique où les intrigues ne sont pas franchement de nature à être prises au sérieux. De fait, le dessin n'a pas la beauté d'un Batman ou même d'un Blake et Mortimer, pour prendre une série de la même époque. Il n'a pas la définition d'un Fifi Brin d'Acier ou d'un L'Histoire sans fin, il n'en a pas la vocation. Mais le dessin de la saison 1 a une texture qui va avec l'ambiance, la saison 2 perd cette texture. Apparemment c'est une manie chez Nelvana. Prenons Franklin. La maison de Franklin, en pierre avec du lierre, a un aspect à la fois rugueux et confortable qui reflète tout à fait l'impression que doit nous faire l'existence de Franklin. Une existence à la fois sereine et ancrée dans des traditions campagnardes et proches des réalités de la vie pratique. Bon. Dans les saisons plus tardives, alors que le dessin ne change pas tellement, la maison de Franklin devient comme ça, toute lisse. C'est tout de suite beaucoup moins charmant. Par analogie ici, l'épaississement des traits, les couleurs plus vives, l'arrondissement des contours, retirent à la série le cadre graphique qui lui donnait cet air de contrefaçon de conte médiéval dont nous avons parlé. À la place, on a un graphisme de cartoon beaucoup plus premier degré. Et il n'y a pas que le graphisme, ce qui est regrettable pour une série d'ascendance britannique imaginée par Terry Jones des Monty Python. Always look on the bright side of life.
En effet, même s'il est difficile de se rendre compte de pourquoi la saison 2 est mauvaise, au même titre qu'il est difficile de se rendre compte de pourquoi la saison 1 est bonne, la baisse de qualité saute aux yeux. Les épisodes plus courts sont plus rapides, il y a donc moins de gags, les gags paraissent plus burlesques, le second degré semble avoir disparu. Mais l'humour de la saison 1 étant difficile à définir, ce qui a changé est difficile à cibler. Ce qui est sûr, c'est que ça a changé. Les références à la culture populaire semblent plus grossières, moins subtiles. Les intrigues paraissent moins pertinentes dans le contexte de la série. Mais tentons de rester factuels sur ce qui a changé. 3 personnages ont disparu. Le Ménestrel, Sir Galahad et Sir Bouche-en-Feu. Le Ménestrel apparaît dans un épisode pour justifier son absence par son exil de Camelot. Sa disparition de la série a quand même l'air de trahir une volonté de simplifier, de supprimer les aspects les moins enfantins liés à l'humour du verbe, et c'est cohérent avec l'impression qu'on a en regardant cette saison 2. Sir Galahad n'avait aucune personnalité et Sir Bouche-en-Feu était le gros, le petit gros, lance de l'eau et le vent gros. D'après notre top 10 des idées les plus foireuses mais malheureusement les plus répandues dans l'écriture des dessins animés, sa disparition devrait être une bonne chose. Pourquoi n'est-ce pas le cas? Parce que l'absence de ces deux-là fait qu'il ne reste que 3 chevaliers, et que la comédie ne vient plus du groupe qu'ils forment, un groupe de bras cassés qui se prennent pour de nobles croisés, mais des caractéristiques de chacun des 3. Lance de l'eau qui est prétentieux, fainéant, glouton et gros d'ailleurs, Brulval qui est intello et écossais, et Braise qui est... Des soldes à moitié prix. Précieux. On fait plus ce genre de gag aujourd'hui. Et à en croire les wikis spécialisés, son homosexualité était déjà trop flagrante dans la saison 1 au goût des Américains, chez qui une scène entière d'un épisode a été censurée. Nous sommes les chevaliers de la table carrée. Nous sommes chevaliers, ni ronde ni hexagonale. C'est pour moi la table idéale. Allez, tout le monde avec moi. Et 1, et 2, et 3. Nous sommes les chevaliers de la table carrée, ni ronde ni ovale, et il n'y en a aucune autre qui l'avale. Waouh! Remarque, dans la saison 2 aussi, il y a une scène censurée. Enfin bref, supprimer Galâtre et Bouche-en-Feu, c'est comme supprimer Jack et William Dalton. À première vue, ils n'ont pas de personnalité, ils servent à rien. Mais s'ils sont pas là, le groupe n'est plus un groupe, c'est un duo. Et le gag ne vient plus du groupe. Ensuite, Feu Follet est devenu aussi bête que les chevaliers. Et il n'invente plus rien, jamais. Les inventions de Feu Follet, dans la saison 1, c'était des versions déformées, détournées ou ridiculement mal nommées d'instruments courants du XXe siècle. Mon polyglévonette. L'avez-vous déjà essayé, Feu Follet? Non. Pourquoi? Eh bien, disons qu'il arrive parfois que certaines de vos inventions ne fonctionnent pas du premier coup comme vous l'auriez souhaité. Ah, vous voulez dire comme mon chevalier d'hiver? Et vous avez oublié aussi votre pelleto double automatique. Ça aussi c'est courant comme gag, c'est tout un pan de l'humour de la série qui s'éteint avec ses inventions. Et Flamme ne sert plus à rien. Oui, et du coup le scénario n'est plus du tout centré sur Flamme et Feu Follet vu qu'ils font plus rien de spécial. L'accent n'est plus mis sur la réalité de leur drame psychologique. L'humour qui provenait du décalage entre leur sérieux et la folie collective des autres a disparu. Et au fond, c'est sans doute pour ça que plus rien n'est drôle. L'excès d'emphase autour de l'espion des ténèbres et du comte Geoffroy a été très atténué, à l'inverse du caractère design du conte lui-même qui lui a radicalement changé. Dans son cas, le changement survient dans le premier épisode et est justifié par le scénario comme par les scénaristes j'imagine, par le fait qu'il est plus intimidant comme ça. Le fait qu'il n'ait plus l'air d'un ridicule petit bonhomme coincé dans son armure est plus une perte qu'un gain je trouve. Même remarque d'ailleurs concernant les cheveux détachés et blonds de Flamme dans cette saison. Mais bon, pour ce qu'elle sert. Les personnages additionnels créés pour la saison 2 comme Jack Frost, pas celui-là malheureusement, ou le marchand de sable, pas celui-là malheureusement non plus, semble également mal adapté à l'univers. Le fait que les autres personnages aient davantage conscience du ridicule et de la vanité de Lance de l'eau, et que d'ailleurs celui-ci renonce beaucoup plus facilement qu'avant à entreprendre des quêtes pour la reine, enlève également une partie de la profondeur. Mais au fond, si cette saison 2 est si mauvaise par rapport à la première, c'est sans doute parce que le concept était somme toute facile à gâcher et que son succès reposait sur une combinaison de facteurs trop précise et trop calculée pour être pérenne. Malgré tout, pour ces 13 premiers épisodes qui constituent la moitié de la série, Sacré Dragon est un dessin animé unique en son genre. Avec une ambiance et un style d'humour très difficile à définir, mais néanmoins très distinctif. Et pour cette raison, peut-être destiné à rester seul représentant de son espèce, et qui mérite d'autant plus qu'on s'en souvienne. Parfait! Mais ramenez-moi un objet pétri de mystère et d'enchantement qui sert de trophée à votre mission. Elle est branchée sur cœur artificiel en attendant une prochaine greffe. Vous, Majesté, sans aucun doute. Allons voir ce qu'il fabrique là-haut.
Et c'est pourquoi, moi, lance de l'eau, craignant pour votre auguste majesté, ai envoyé mon écuyer en mission secrète, de façon à ce que cette histoire ait un dénouement heureux. Je me contenterai d'éclaircir quelques points importants pour nous tous. Tu n'es qu'un faible, comme tous les nomades de l'air. Métamorpho. C'est bien le nom de code que vous avez donné à votre projet. Parfait. Nous allons préparer le prochain coup. Où est Tis? Paxton Powers. Et qui t'a dit que je savais jouer de l'accordéon? Que dis-tu? Téti vivante. Mais que fait ce misérable rongeur invertébré, la fouine? Maman a été gentille de nous envoyer cette lime. En tant qu'ambassadeur du Canada, je condamne fermement la décision américaine d'appréhender Terence et Philippe. Un essaim adorable et riche et charmant, Monsieur Muscle, transpirant et grognant, se frappant la tête violemment, guerrier aux muscles hors du commun, engagé dans une lutte sans merci pour gagner la... Oh, c'est ça, la main de la princesse Flamme. Oh, non, ma fille. Quoi encore? Je suis plus occupée que la queue d'une vache en plein été. Excusez-moi, professeur. Le capitaine Black dînera-t-il ici? Il est parti. Oui, c'est ça. Je pense qu'on ne peut rien obtenir dans la vie sans produire des efforts en contrepartie. C'est vrai ça? Je souhaite, quels que soient les conseils que vous me donnerez, qu'ils soient les mêmes que ceux que vous aurez donnés à l'autre, Hélène. J'aime raconter des contes de fées et remuer mon nez pour vous amuser. Eh bien, à présent, ces mystérieux chevaliers vont tranquillement se battre jusqu'à l'horizon et entrer comme il se doit dans le monde de la légende. Ah, Serette! Ah, mais comme tu as grandi! Docteur Marco, l'alchimiste de cristal, moi qui te croyais mort. Je vais réparer ça sans tarder. Ah, faire du cerf, c'est un excellent exercice pour le cerf, et aussi bien pour les crocodiles. Salut Marie! Me voilà, c'est bien moi, Renard en personne. Hop. J'ai appris aujourd'hui que, lorsque votre vie était en danger... Oui? Vous pouviez faire bien plus de mal à mon estomac que les 3 plats du chef Piment Rouge que j'ai engloutis. Quelle bonne surprise, Omar! Oh, tu t'es coupé en 3 ans, Fazal? Trop de cette maîtresse pourrait le tuer. Le pilote a dit qu'il a vu l'enfer avec des diables. Il a fallu que j'huile vos chaussettes et que j'enlève les taches de cassis de votre pyjama avant de courir 15 km pour chercher votre courrier en ville, monseigneur. Tu me connais, je n'aime pas me battre. Permets-moi de me présenter, Prince Richard d'Albertville. Regardez, elle a mis des noisettes dans la corbeille pour nous remercier. Elle a modifié le code de la chevalerie en y incluant tout un paragraphe qui concerne les dames, que même moi, messire Brulval, le trop instruit, n'arrive pas à comprendre. Et j'ai rien fait fort et du tout. J'ai consulté les enregistrements vidéo de la douane. Vous êtes Valérian et Laureline, des amoureux en fuite. Les petits, qui pilote l'appareil? Bon, les enfants, faut pas vous droguer. Se droguer, c'est mal, vous voyez. Mon Dieu, la bête fonce droit sur nous! Écoutez, fiers chevaliers, la fabuleuse histoire. L'histoire de la table carrée, des dragons et leur gloire. Un Camelot, le roi Chalumeau au trône, mais c'est du boulot pour bien cacher que la reine est boulotte. Les dragons, c'est frères combattants, se battent pour l'honneur et pas pour l'argent. Quand une dame crie au secours, il n'y a qu'un seul recours, les dragons vous sauveront toujours. De la table carrée, nous devons maintenir les règles. Tous francs, sincères, bons et gentils, nous rigolons à merveille. Y a pas de rime, c'est d'accord, on va quand même le chanter. Les dragons sont très fiers de dire que le roi Chalumeau est un grand signe. Le devoir nous appelle, vive notre union, pour la gloire des sacrés dragons.